Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la méditation. Mais avant même de parler de comment méditer, il y a une question fondamentale qu'on doit se poser. Au fond, pourquoi est-ce qu'on voudrait changer? Alors, pour nous guider dans cette réflexion, on va s'appuyer sur un livre vraiment essentiel, L'art de la méditation de Mathieu Ricard. C'est un ouvrage qui pose trois questions, à la fois très simples et en même temps très profondes. Pourquoi méditer? Sur quoi? Et bien sûr, comment on fait? Et dès le début, le livre nous met face à une idée un peu à contre-courant. Parce que, soyons honnêtes, on entend partout qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Alors, dans ce contexte, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de vouloir changer? On le sait bien, on est tous faits de ça. Un mélange d'ombre et de lumière, de qualité, de défauts. Ça, c'est l'expérience humaine, pas de doute. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit juste l'accepter, se résigner? Est-ce que c'est une sorte de fatalité? Pour y voir plus clair, faisons une petite expérience de pensée. Imaginez qu'on vous donne le choix. Option 1, passer une journée entière à ruminer, rongé par la jalousie. Option 2, passer cette même journée, le cœur léger, rempli d'amour. Le choix est vite fait, non? Tout à coup, l'idée de changer, ça devient beaucoup moins abstrait. Et ça nous amène à une excuse qu'on entend tout le temps. Ah, mais c'est ma nature, je suis comme ça. Mathieu Ricard répond avec une analogie géniale. La maladie, c'est naturel aussi. Pourtant, personne ne dit « Ah ben j'ai une grippe, c'est naturel, je la garde ». Non, on va voir un médecin. Alors pourquoi est-ce qu'on accepterait nos souffrances mentales comme ça, sans rien faire? Ok, donc le désir de changer, il est bien là. Mais une fois qu'on a dit ça, une autre question arrive, beaucoup plus angoissante. Est-ce qu'on peut vraiment changer? On a l'impression que nos habitudes, nos traits de caractère sont gravés dans le marbre. Et pourtant, on connaît tous des exemples de gens qui ont réussi à se transformer. Donc, la preuve que c'est possible existe. Alors, si c'est possible, comment on s'y prend? Quelle est la méthode? Eh bien, la réponse, c'est une forme d'entraînement. Mais pas un entraînement pour le corps. Non, un entraînement pour l'esprit. Et c'est précisément ça, la méditation. Le problème, c'est que le mot méditation, il traîne avec lui tout un tas de clichés, d'idées fausses. Donc, avant toute chose, c'est super important de faire le ménage. Commençons par voir ce que la méditation n'est pas. Alors, premier cliché, faire le vide dans sa tête. Oubliez ça, c'est impossible et c'est une bataille perdue d'avance. Deuxième cliché, bloquer les pensées. Pas du tout. L'idée, ce n'est pas de construire un barrage, mais plutôt d'apprendre à s'asseoir au bord de la rivière et de regarder les pensées passer sans sauter dedans. Enfin, non, ce n'est pas juste une technique de relaxation. Ça peut relaxer, oui, mais c'est beaucoup plus que ça. Alors, si ce n'est pas tout ça, qu'est-ce que c'est? Pour le comprendre, le mieux, c'est de revenir à l'origine des mots. En sanskrit, le mot c'est bhavana, et ça veut dire cultiver. J'adore cette image. Cultiver son esprit comme on cultive un jardin. Et en tibétain, le mot c'est gom, qui veut dire se familiariser. Se familiariser avec quoi? Avec soi-même, avec le fonctionnement de son propre esprit. Et là, l'analogie avec la musique est juste parfaite. Personne, absolument personne, ne pense pouvoir jouer du piano comme un virtuose en tapotant 2 ou 3 touches de temps en temps. Ça nous paraît évident, non? Alors pourquoi est-ce qu'on s'attendrait à ce que notre esprit, lui, se transforme tout seul, sans effort, par magie? C'est pareil, l'esprit, ça s'entraîne. Bon, cet entraînement de l'esprit, ce n'est pas juste une belle idée philosophique, loin de là. Ça a des effets bien réels, concrets, mesurables, que la science commence d'ailleurs à valider de plus en plus. Alors, regardons d'un peu plus près ce que ça donne concrètement. Alors tenez-vous bien, des études scientifiques sérieuses montrent qu'il suffirait de 20 minutes, 20 petites minutes par jour pour commencer à avoir des effets vraiment significatifs. Ce n'est pas énorme, 20 minutes dans une journée. La clé, bien sûr, c'est la régularité. Et les résultats, franchement, ils sont bluffants. En seulement 6 à 8 semaines de pratique régulière, on observe quoi? Une baisse de l'anxiété et de la colère, une attention qui se renforce, le système immunitaire qui est boosté, une moindre sensibilité à la douleur et, de façon générale, une vraie augmentation du sentiment de bien-être. C'est énorme, l'impact est à la fois mental et physique. Prenons un exemple qui parle à tout le monde aujourd'hui. L'attention, c'est notre super pouvoir et il est constamment attaqué. Eh bien, un esprit non entraîné, en moyenne, il décroche au bout de 5-10 minutes. Un méditant expérimenté, il peut maintenir une attention quasi parfaite pendant plus de 45 minutes. 45 minutes? La différence est juste radicale. C'est un autre monde. Ok, tous ces bénéfices personnels, c'est génial, vraiment. Mais si on s'arrêtait là, on passerait à côté de l'essentiel. Parce que le but ultime de la méditation, ce n'est pas juste son petit confort personnel. Non, ça va beaucoup plus loin. L'idée, c'est de se transformer soi pour mieux transformer le monde. Cette phrase de Romain Rolland, elle est tellement juste. Quand le bonheur égoïste est le seul but de la vie est bientôt sans but. C'est un paradoxe incroyable.
plus on court après notre propre petit bonheur, plus il nous échappe. Pourquoi ? Parce que l'égocentrisme, au fond, ça nous coupe des autres, ça nous isole. Et c'est une recette parfaite pour la frustration. Et voilà, on y est. Le but final de tout ce cheminement, ce n'est pas juste se sentir bien dans ses baskets. C'est devenir une meilleure personne. Pourquoi ? Pour être plus à même d'aider les autres, de contribuer positivement au monde. C'est ça, finalement, qui donne un sens profond à l'existence. Et ce qui est fascinant, c'est que l'altruisme, ce n'est pas juste une question de morale ou de bons sentiments. C'est logique. L'égocentrisme, c'est nager à contre-courant de la réalité, parce que la réalité, c'est qu'on est tous interconnectés. Ça crée forcément de la friction, de la frustration. L'altruisme, au contraire, c'est être en phase, en harmonie avec cette réalité fondamentale. C'est simplement plus intelligent. On termine avec cette phrase magnifique du poète et sage Shantideva. C'est une aspiration qui résume absolument tout. Le développement de soi n'est pas le but final, c'est juste l'outil. L'outil pour servir quelque chose de plus grand. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse, non ? Comment est-ce qu'un exercice qui semble si simple, juste entraîner son attention, peut mener à une transformation aussi radicale, aussi profonde de notre rapport au monde et aux autres ?